Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue dans ce bulletin d'information de la rédaction. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'entretient donc avec le Premier ministre éthiopien durant sa participation donc au 30e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu donc de hier 28 au 29 janvier 2018. Et le congrès du dialogue national syrien s'ouvre à Sochi, nouvelle chance donc pour la Syrie. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a achevé hier la première journée de ses travaux et qui a permis la passation de la présidence de l'organisation panafricaine entre les présidents Alpha Condé de Guinée et Paul Kagame du Rwanda. Ce sommet se tient comme d'ordinaire dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Il a connu une large et grande participation des dirigeants africains, dont bien évidemment le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Avant la séance solennelle d'ouverture du sommet, au cours des travaux qui se sont déroulés à huis clos, plusieurs dirigeants se sont exprimés pour faire part de leurs préoccupations sur de nombreux sujets brûlants qui touchent le continent. Alors Ali, quels sont ces sujets et sur quoi a insisté le président Guelleh? Eh bien, le chef de l'État a fait donc un discours lors de ce sommet. La sécurité et la lutte contre l'extrémisme ont été donc au point de l'agenda. L'immigration et le chômage qui touchent principalement les jeunes et qui les contraint à s'exiler, la lutte contre la corruption, les conflits internes aux crises qui se produisent dans de nombreux pays, dans le Soudan du Sud, la Somalie, la Libye et la République centrafricaine touchent des questions. Les élections qui tardent à se tenir en République démocratique du Congo. Entre autres, le chef de l'État dans son intervention donc insisté particulièrement sur la nécessité d'assurer une autonomie économique et financière de l'organisateur afin de ne plus dépendre des soutiens extérieurs. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a félicité le nouveau président de l'organisation et rendu hommage au travail accompli par le président guinéen Alpha Condé. Réformer notre organisation reste crucial et déterminant pour l'avenir de nos pays. Il s'agit en effet, a indiqué le chef de l'État, de permettre à notre organisation de renforcer son autonomie financière et par conséquent politique, a dit en substance le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, qui a loué au passage la mobilisation dont fait preuve son homologue rwandais Paul Kagame. Dans le cadre de la mise en œuvre, Ahmed, de ce dernier objectif, dans son allocution, le président Guelleh, qui a également fait état des mesures déjà entérinées dans son pays, notamment le versement d'un montant équivalent à 0,2% de nos importations à l'Union africaine, a exhorté les autres pays membres à faire de même. Mon pays, a indiqué le chef de l'État dans son allocution, fait partie des pays pionniers de la réforme en mettant en place notamment les 0,2% sur les importations éligibles par l'ouverture d'un compte bancaire à la Banque centrale de Djibouti, a en ce sens indiqué le chef de l'État djiboutien avant de lancer un appel à tous les pays membres à soutenir et accélérer la mise en œuvre de la réforme. En dehors de cette séance de travail à huis clos, le président Ismaël Omar Guelleh a pris part à la traditionnelle photo de famille que les dirigeants prennent toujours ensemble devant la principale salle de réunion du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il a pris aussi part, à l'instar de ses pairs chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, à la cérémonie inaugurale de ce 30e sommet de l'Union africaine, une plénière à laquelle les médias y sont admis. À noter par ailleurs qu'en marge des travaux de ce sommet, le président Guelleh a eu aujourd'hui des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été au centre de discussion. Également, l'état des partenariats stratégiques que les nations entretiennent dans plusieurs domaines névralgiques ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun aux deux États ont été abordés au cours de cette rencontre. Outre le Premier ministre éthiopien, le chef de l'État djiboutien aura également des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement participants à ce sommet de l'Union africaine.
Merci Ali. Et ce 30e sommet de l'Union africaine doit se clôturer cet après-midi. Le président rwandais Paul Kagame a donc officiellement succédé à Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine. Il hérite d'un agenda riche en crises à régler. 3 crises retiennent tout particulièrement l'attention des dirigeants africains ce lundi à Addis Abeba. Elles ont été soulignées hier donc par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. D'abord le Soudan du Sud, on y voit une violence insensée que les belligérants infligent avec de cruauté indicible. Le moment est venu d'imposer des sanctions à ceux qui font obstacle à la paix, a lancé le Tchadien Moussa Faki à la tribune. Ensuite, le Congo-Kinshasa. Les tensions et les violences de ces derniers jours ont souligné l'urgence de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre en vue de la tenue des élections en décembre 2018, a déclaré le même Moussa Faki. Enfin, le Mali, il faut accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Alger, parallèlement à la mobilisation d'une approche d'un appui plus important de la communauté internationale pour la force conjointe du G5 Sahel, a précisé le président de la Commission de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé aussi avec vigueur pour que tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment les États-Unis de Donald Trump donnent tous les moyens financiers nécessaires au G5 Sahel. Des moyens financiers, il en faudra aussi pour l'Union africaine, d'où ce projet d'une taxe de 0,2% sur les produits importés par les pays africains. Alpha Condé a révélé hier que seuls 20 pays sur 55 avaient appliqué pour l'instant la mesure. Alors, Ali, le président de la République, donc Ismaël Omar Guelleh, a eu donc hier dimanche, comme tu nous l'as dit donc il y a quelques instants, en marge des travaux du 30e sommet de l'Union africaine, des entretiens avec le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères ont été évoquées au cours de cette rencontre. Eh bien, il faut le dire, Ahmad, le couple djibouto-éthiopien est un couple donc modèle sur le plan donc de l'intégration économique régionale dans le continent. Les discussions entre les deux hommes donc, ont ensuite été étendues à l'état d'avancement de l'importante notion d'intégration économique qu'entretiennent les deux nations. À ces sujets, donc, les deux dirigeants se sont réjouis du rythme efficient dans lequel les deux pays évoluent en complémentarité dans la quasi-totalité des secteurs économiques et commerciaux. La logistique, le transport, l'électricité, l'eau constituent autant des secteurs névralgiques dans lesquels les deux pays ont su donc asseoir une véritable interdépendance. La mise en service du train électrique djibouto-éthiopien illustre parfaitement cette marche vers l'intégration économique entre les deux nations. Le tourisme fait d'ailleurs office d'ultime secteur autour donc duquel les deux pays souhaitent entériner aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant. À ce sujet, les agences de voyage des deux pays entendent donc rapidement conclure des accords pour offrir aux touristes étrangers des déplacements dans les deux pays sous forme de packages très attractifs associant les hauts plateaux éthiopiens d'une part, les plages, les découvertes du lac Abbé et du lac Assal, enfin la mer et soleil de Djibouti d'autre part. La proximité entre les deux nations est telle qu'elles collaborent ensemble autour donc d'une notion vitale de sécurité alimentaire. Plus qu'une simple complémentarité économique, Djibouti et l'Éthiopie évolueraient donc vers une communauté de destin. Outre les relations bilatérales, le chef de l'État et le Premier ministre éthiopien ont évoqué ensemble plusieurs autres sujets d'intérêt commun. La situation en Somalie, l'État qui prévaut au Soudan du Sud et dans l'ensemble de la région ont effectivement été abordés au cours de la rencontre entre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Tout cela en raison du fait que les deux pays et leurs principales autorités politiques respectives sont intimement convaincus qu'il n'y a point de développement et d'intégration économique sans la réalisation préalable d'une paix durable dans la sous-région. Merci Ali pour toutes ces explications. L'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, est revenu sur les principaux points qui ont marqué les travaux de ce 30e sommet de l'Union africaine. On l'écoute. Le président et le Premier ministre éthiopien se sont rencontrés ce matin
c'est une tradition entre les deux chefs d'État. Vous savez que nous travaillons dans le cadre d'une intégration économique entre nos deux pays. Donc les deux chefs d'État ont fait le point sur l'état d'avancement de notre intégration économique et ont salué les efforts qui ont été consentis par les deux pays et ont appelé à renforcer davantage cette intégration. Mais aussi ils ont évoqué d'autres questions d'intérêt commun entre Djibouti et l'Éthiopie, notamment en ce qui concerne la paix dans la sous-région, en Somalie bien sûr, mais aussi la crise que subit nos sœurs et frères du Soudan du Sud, et les deux chefs d'État ont décidé de poursuivre l'effort de paix et de réconciliation dans le Soudan du Sud et en Somalie, parce que sans paix il ne peut pas y avoir de développement, et l'intégration entre Djibouti et l'Éthiopie est un exemple, et ça ils l'ont encore dit aujourd'hui lors de la discussion tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Et pour arriver à une intégration économique dans notre sous-région, il faut que la paix soit installée, et nous travaillons. Et les deux chefs d'État, bien sûr, le Premier ministre Mariam Dessalen et le président Guelleh, ils travaillent très fortement. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu en audience ce lundi donc une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur pays résident au Caire, Assad Alam. Le visiteur était accompagné par le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, Atou Sek. En participant à cette entrevue, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le conseiller du Premier ministre donc Ali Silay Abdallah, ainsi que le directeur en charge des financements extérieurs, Ali Mohamed Ali Gadili. L'objectif de la visite du directeur régional pour les pays Djibouti, Égypte et Yémen était de voir correctement les différents programmes qui sont mis en œuvre à Djibouti grâce au soutien financier de la Banque mondiale. Il a également expliqué, souligné la nécessité de la participation du secteur privé national et international pleinement aux affaires, et de soutenir et de supporter les efforts de développement national. Aussi, il a indiqué que son but est de rendre Djibouti plus prospère, ne dépendant pas entièrement de la Banque mondiale. Des pistes à exploiter dans le cadre du ciblage des secteurs porteurs de développement comme le tourisme, le secteur du transport ont été abordés pour rendre attractifs les activités économiques dans le pays. À cet égard, le Premier ministre a confirmé auprès de son hôte l'existence d'une volonté politique au sommet de l'État tendant à rendre attractif l'environnement national des affaires. Il a cependant souligné que la réalisation de ces stratégies nécessitait un appui financier important de la part des bailleurs de fonds en général. Il a en outre passé en revue tous les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour endiguer le chômage et la pauvreté dans le pays. Enfin, le Premier ministre a exhorté son hôte d'appuyer davantage les programmes entrepris dans le pays afin que le gouvernement prenne tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces programmes de développement. Le ministère des Finances et de l'Économie a organisé ce matin une mini-retraite gouvernementale ayant pour thème les opportunités de développement à Djibouti. Organisée donc en collaboration avec la Banque mondiale, cette réunion avait pour objectif d'exposer les différents secteurs promoteurs de l'économie djiboutienne et à développer et les stratégies à prendre en compte. Des experts de la Banque mondiale ont exposé des présentations sur les secteurs clés qui doivent donc répondre prépondéramment pour la croissance économique. Rappelons que la croissance économique de la République de Djibouti s'est chiffrée à 7,6% selon le Fonds monétaire international. Grâce au financement extérieur, le secteur infrastructure portuaire et aéroportuaire a permis d'assurer le développement des activités portuaires et de faire accroître ses recettes. Outre le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre du Travail et le ministre de l'Agriculture, ainsi que la ministre de la Femme et de la Famille, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, la ministre chargée de l'Habitat ont pris part donc à cette réunion, ainsi que le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Atou Sek. Et pour sa part, donc, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a indiqué dans son intervention que grâce à sa position géostratégique, Djibouti se trouve au carrefour de corridors maritimes importants pour l'acheminement de marchandises diverses, mais surtout du pétrole. On écoute le ministre. Comme vous le savez, hier, on a eu l'occasion de parler de la stratégie de protection sociale pour la population vulnérable en République de Djibouti avec le directeur des opérations de la Banque mondiale qui nous a rendu visite. On a eu l'occasion hier de parler de différentes mesures
une prise au niveau du gouvernement de Djibouti sous le leadership du président Ismaël Omar Guelleh. On sait que la population vulnérable à Djibouti est restée, bien sûr, d'abord en baisse, mais plus ou moins restée stable pendant les dernières années. Et c'est pour cela qu'en général, on a tendance à dire que notre croissance doit être plus inclusive. Il y a eu beaucoup d'efforts faits, beaucoup de textes promulgués, des décisions prises, et c'est très concret. Pourquoi la protection sociale? Parce que Djibouti est en train de travailler avec son président et son gouvernement pour offrir des opportunités pour la population djiboutienne, pour nos compatriotes. Et on sent qu'il y a une transformation en cours avec beaucoup d'investissements. Mais pour arriver à de très bons résultats générés donc par ces investissements, il faut que la paix sociale soit assurée, il faut que la stabilité soit assurée. Et cette stabilité, elle ne viendra qu'avec la dimension sociale du gouvernement. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler sous la forme d'une mini-retraite avec de nombreux ministres pour parler justement de ces opportunités qui s'offrent à Djibouti. Et vous l'avez vu, les opportunités sont nombreuses. Différents secteurs sont à fort potentiel, peuvent créer beaucoup d'emplois et également générer des revenus et nous aider justement à réduire sensiblement cette population vulnérable et le taux de pauvreté à Djibouti. Pour cela, on a besoin de prendre beaucoup de décisions, de réfléchir et d'aller vite. Tout le monde s'accorde aujourd'hui que le rôle du secteur privé va être primordial dans les années à venir. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a procédé ce matin à la réception des équipements et des matériels médicaux destinés aux 5 polycliniques financées. La cérémonie officielle de réception de ces équipements médicaux s'est déroulée en effet dans l'enceinte de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, la CAM, en présence du directeur régional basé en Égypte, Assad Alam, du représentant de la Banque mondiale à Toussek. A noter également la présence du secrétaire général et de l'inspecteur général ainsi qu'un nombre important de responsables du département de la santé. Ces équipements et matériels médicaux sont composés entre autres de lits d'hospitalisation, de fauteuils dentaires, des unités de radiographie ainsi que tout autre matériel nécessaire à ces établissements sanitaires. En plus des habituelles prestations des soins existants dans les centres de santé communautaires, ces 5 polycliniques de PK12, de Warabale, de Hayablé, d'Anguela intégreront de nouvelles prestations spécialisées de maternité, d'ORL, de stomatologie et d'un service d'urgence qui correspond au paquet d'activités minimales de 2e niveau. À l'avènement de ces 5 polycliniques qui verront le jour très prochainement répondent à la stratégie gouvernementale qui vise un double objectif de rehausser davantage la qualité de soins prodigués tout en apportant ces soins de qualité au plus près de la population djiboutienne. Le ministre de la Santé a dans son intervention remercié la Banque mondiale qui œuvre inlassablement à l'amélioration du système sanitaire de notre pays. Le ministre a indiqué qu'avec l'avènement de ces polycliniques, le système de santé djiboutien entre dans une phase qui soit vers une réconfiguration de la pyramide sanitaire pour une meilleure accessibilité et un large panel d'offres de soins spécialisés qui soient au plus près de la population. Et selon le ministre, cette politique de santé de proximité émane directement de la feuille de route tracée par le chef de l'État qui a placé la santé des Djiboutiens au cœur de son combat politique. Parmi les importantes acquisitions des équipements de pointe afin de rehausser la qualité de plateau technique dans les structures sanitaires, le ministère de la Santé sera doté de la technologie d'imagerie de résonance magnétique, l'IRM, qui sera opérationnelle dans 2 mois, de 2 scanners également, de 3 unités de production d'oxygène médical, des unités de radiographie dans toutes les régions de l'intérieur. Et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek, a souligné l'intérêt de l'avènement des polycliniques dans la pyramide sanitaire pour la santé de la mère et de l'enfant. Nous l'écoutons. Ce que Assad a dit est
qui est notre directeur régional qui nous vient du Caire. Et nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui de la Banque mondiale pour voir la réception de ce matériel important pour 5 polycliniques, dont 3 à Balbala et 2 dans le Djibouti. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour la santé de la population, mais surtout la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'équipements qui concernent du matériel d'accouchement, qui concernent les nouveau-nés et ou qui concernent des frais d'urgence dans les polycliniques. Et pour sa part, le directeur régional de la Banque mondiale, Alam Assad, donc, a réaffirmé la volonté ferme de l'institution financière de soutenir adéquatement la politique sanitaire que mène le gouvernement djiboutien. Et par la suite, enfin, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a rappelé que cette initiative des polycliniques émane de la politique sanitaire telle que définie par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Écoutons le ministre. Au nom du ministère de la Santé et en mon nom personnel, je voudrais remercier M. Assad, qui est le directeur régional de la Banque mondiale, qui siège en Égypte, et aussi le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, mon ami Atou. Comme vous le voyez, aujourd'hui aussi, c'est un jour où, au niveau de la santé, nous faisons encore un pas très important. Celui qui est de pouvoir rendre réelle la promesse que nous avons faite, qui est celle de pouvoir ouvrir des polycliniques à Djibouti, qui est au-dessus du centre de santé et en dessous de l'hôpital de 3e niveau, c'est-à-dire plus ou moins un hôpital de 2e niveau, dans lequel on pourra trouver non seulement une médecine générale, avec des médecins généralistes, comme il y a maintenant dans les centres de santé, mais aussi quelques spécialités lesquelles la population a vraiment besoin. Une maternité équipée et performante, il y a la radiologie, il y aura la pharmacie, il y aura un service d'ORL, un service de stomatologie, il y aura aussi un laboratoire bien équipé, mais aussi une urgence qui aura plus d'une dizaine de lits avec le personnel et les équipements. Aujourd'hui, nous avons l'honneur ici avec nous, le directeur régional, qui est en visite à Djibouti. Je voulais remercier la Banque mondiale, à travers elle, son directeur régional et Atou, notre ami Atou, qui travaille d'arrache-pied ici, qui est un exemple pour nous de coordination au niveau du département de la santé, mais aussi dans les autres départements. Toujours en nouvelle nationale, élaborer et mettre en œuvre les orientations de la politique nationale en matière de décentralisation et de déconcentration administrative. C'est sous ce thème que s'est tenue ce matin une réflexion sur la communication autour de la décentralisation à l'occasion de la publication de son journal et de son lexique. La réunion s'est tenue dans les locaux du ministère. Elle a été présidée par le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Ce bulletin semestriel d'information, de communication et de sensibilisation du ministère vient à point nommé afin de servir d'abord de tribune pour rendre compte des activités du ministère. Ce journal se veut aussi fiable et utile sur le processus de décentralisation. Ce bulletin ambitionne d'offrir une tribune aux acteurs de la décentralisation où ceux-ci pourraient partager leur expérience sur le terrain. Et concernant le lexique, une méthodologie participative a été privilégiée pour l'élaboration de ce lexique en associant les journalistes et les producteurs de la RTD, les linguistes du CERD, les communicants des ministères sectoriels, les responsables et cadres du ministère chargé de la décentralisation, mais également les représentants des collectivités locales et de la société civile. Enfin, ce lexique trilingue de plus de 160 mots et concepts de la décentralisation est destiné aux professionnels des médias, aux communicants des ministères et aux acteurs de la décentralisation. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, veut renforcer son département en charge de l'information et de la communication en lui fixant des objectifs clairs et lui accordant les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce projet de communication. On écoute le ministre. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter en avant-première le bulletin de la décentralisation. Mais j'ai voulu également prendre prétexte de la publication de ce bulletin pour engager avec vous un débat et une réflexion autour de la communication sur la décentralisation. Madame et Messieurs, je sais et j'apprécie beaucoup la qualité de vos réflexions, de vos propositions et de vos recommandations. Mon département en a profité par le passé. Commençons tout d'abord donc par nous réjouir de la mise en place du bulletin de la décentralisation.
C'est une première et je voudrais sincèrement féliciter l'équipe du ministère pour son professionnalisme et plus particulièrement mon conseiller en communication, M. Aramis Ahmed Soulé, ici présent. Ce bulletin, Madame et Messieurs, est en quelque sorte une compilation des activités accomplies par le ministère depuis la rentrée. Vous verrez vous-même les sommaires et je ne vais pas énumérer ici. Je cite seulement les grands moments, tels que le conclave tenu au plateau du Daï, en présence de toutes les collectivités régionales, au mois d'août, l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le code des collectivités, l'atelier sur l'exIC. Ce bulletin rend compte aussi des déplacements sur le terrain ou à l'international. En mettant en place ce bulletin, Mesdames et Messieurs, notre souci premier a été de doter le département d'un support de communication qui pourrait servir de trait d'union avec les autres institutions et avec la population. Mais vous conviendrez avec moi qu'un bulletin, aussi réussi qu'il soit, ne saurait épuiser des vastes champs de la communication. Donc, nous sommes conscients que ce bulletin nécessaire n'est absolument pas suffisant pour véhiculer à lui toute seule les bienfaits de la décentralisation vers ses bénéficiaires. Par ailleurs, ce bulletin est limité par le nombre de tirages et de ce fait ne peut pas couvrir l'ensemble de la population. C'est pourquoi il nous faut penser à d'autres moyens et à d'autres supports pour gagner la bataille de la communication. Je suis par ailleurs convaincu qu'à l'ère des réseaux sociaux, nous devons adapter le contenu et le message à ce format numérique. Ceci dit, nous devons aussi prendre en considération la nature hétéroclite du public concerné. J'avance ici, comme vous voyez, quelques pistes et quelques hypothèses. Et comme on dit, de la discussion jaillit la lumière et je voudrais qu'on échange nos réflexions et nos points de vue sur la question. Et pour plus de précisions concernant cette réunion, écoutons les explications du docteur Cheikh Mouata. Réunion qui concernait deux outils de communication organisés par le ministère délégué à la décentralisation. Le premier était un bulletin d'information sur toutes les réalisations du ministère depuis sa création. Et le deuxième outil, c'est un lexique en 3 langues, en français, en afar et en somali. Je pense que quand il y a un département de ce genre-là, il faut absolument non seulement dire qu'on a réalisé, mais il faut communiquer autour de ces réalisations. Donc il nous a paru important de voir dans ces départements un outil de communication qui compile toutes les réalisations. Alors les réalisations, c'est pas seulement avec le seul ministère, mais avec tous les ministères sectoriels. La santé, la femme, social, l'éducation. Je crois que c'est important parce que la décentralisation est un thème transversal et non seulement il faut réaliser, mais il faut communiquer autour de ça. Donc je crois que ça c'est très très bien, c'est très positif, c'est un bon outil de communication. Maintenant, il va falloir nourrir cet outil avec tout le travail des conseils régionaux, avec tout le travail des communes, parce qu'effectivement, ça permettra aux citoyens de voir que la décentralisation est une préoccupation de tout un chacun et qu'il faut que chacun puisse dire ses préoccupations, ses objectifs et aussi ce qui a été fait. Parce qu'il ne faut pas négliger, depuis la création de ces départements, il y a un travail considérable qui a été fait. Le deuxième outil qui est important, c'est un outil qui nous permet aujourd'hui, quand on va parler de la décentralisation, de connaître tous les termes qui vont être utilisés. Donc là, il y a un travail de réflexion qui a été fait par un collectif d'écrivains, de linguistes, de journalistes, il faut le dire. Et ce collectif a écrit, a plutôt transcrit plus de 160 mots qui vont permettre de mieux comprendre le processus de la décentralisation. Je crois que la population, elle connaît un certain nombre de termes parce que ça fait partie de ses préoccupations quotidiennes. Donc quand on va parler plutôt des termes techniques comme la fiscalité, comme le budget, il va falloir trouver des mots
qui exprime ces réalités à la population. Je crois que la population, elle est à ce moment-là destinatrice et c'est aux journalistes de pouvoir effectivement, les médias en général et surtout les journalistes de la radio, de la télévision, de la presse écrite parce que beaucoup de gens ne lisent pas, mais surtout c'est les journalistes de la radio-télévision qui doivent vulgariser ces termes. Ce lexique ne doit pas rester dans les tiroirs, il va falloir qu'il soit utilisé par les professionnels de la communication, puisque vous voulez qu'on parle en général, mais aussi par tous les responsables qui doivent s'exprimer, parce que c'est les responsables qui doivent expliquer le budget à la population. Ce n'est pas la population qui doit expliquer aux responsables. Donc c'est chaque responsable, chaque directeur, chaque secrétaire général doit plus ou moins être capable de dire voilà ce que nous voulons faire dans les langues locales. Parce que pourquoi on va parler à nos populations qui parlent somali et afar? Il faut leur parler dans les langues locales. Il faut que les réalités, que ce soit des réalités médiatiques, que ce soit des réalités financières, budgétaires ou communicationnelles, il faut qu'on soit capable maintenant de les expliquer dans nos langues nationales, qui ne sont pas des langues pauvres, qui sont des langues très riches. Et aussi, quand on parle de deux langues, il ne faut pas les confronter ou les faire affronter. Ce sont des langues complémentaires qui sont des langues d'origine couchitique et il y a des termes qui sont communs. Et les racines de certains termes sont communs. Donc il va falloir maintenant les voir comme des richesses, comme des compléments et les utiliser pour pouvoir expliquer un certain nombre de réalités sociologiques, culturelles, budgétaires et communicationnelles. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre des préparatifs des futures élections législatives, la Commission nationale de la communication a eu une réunion avec le directeur général de la radio-télévision de Djibouti. Cette réunion avait pour objectif de mieux se préparer à la médiatisation de la campagne nationale des élections législatives prévues cette année. En effet, donc, la Commission nationale de la communication et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti se sont mis d'accord pour le respect des normes de diffusion par constitution donc en matière de médiatisation des campagnes électorales dans le pays. Ainsi, chaque liste qui prend part aux élections législatives aura donc autour des minutes limitées équitables. Après cette réunion, la Commission nationale de la communication a visité les différents studios de la RTD et a été accompagnée par le directeur général de la RTD, M. Abdelkader Ahmed Idriss. De la communication garantit l'accès équitable aux médias pour tous les partis politiques. Les médias s'entendent par radio audiovisuelle, la radio et l'audiovisuel, ainsi que la presse écrite. Donc hier, on était donc toujours dans le cadre des préparatifs avec le président de la CENI, toujours pour poser les jalons du jeu démocratique qui devrait se dérouler dans les prochains jours et que ce jeu puisse être juste, équitable envers tous et surtout envers notre démocratie et notre République. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde en Syrie, donc avec Hussein Aouled. Alors Hussein, le congrès du dialogue national syrien s'ouvre à Sotchi, une nouvelle chance pour la paix. C'est aujourd'hui donc que s'ouvre à Sotchi donc la station balnéaire russe, le congrès du dialogue national syrien qui devrait donc regrouper l'ensemble des sensibilités politiques, sociales et religieuses syriennes. Oui, donc effectivement, Ahmed, mais sans la participation de Kurdes donc illustrée par l'offensive de la Turquie dans la région syrienne d'Afrin, ainsi que l'opposition est regroupée donc par les comités dits de négociation. Pour Moscou, donc ces absences ne sont pas de nature à engendrer un série impact et à la fois sur le déroulement de l'événement qui constitue donc une occasion privilégiée pour nouer un dialogue constructif entre Syriens et la recherche d'un consensus capable de ramener la paix dans une Syrie meurtrie par cette année de guerre sans merci. Tous les pays donc membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Égypte, la Jordanie, le Kazakhstan, le Liban, l'Irak et l'Arabie Saoudite sont également invités dans un sommet qui mobilisera donc les trois parrains du processus d'Astana qui sont la Russie et l'Iran, alliés donc du régime syrien et la Turquie. Donc l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, sera donc présent dans la station balnéaire russe alors même que l'opposition au régime ne s'y rend pas. Donc la Russie, donc Ahmed considère le rendez-vous de Sotchi comme donc un moment donc clé de la solution politique et du conflit, partant du principe évident que les pourparlers donc de Genève sont demeurés lettres mortes et ne pourront donc résoudre donc en aucune manière le défi donc ne serait-ce
pour la simple raison d'un refus donc obstiné de deux délégations en présence. Merci Hussein pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.